Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 €, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 €, vous pouvez choisir une photo Full HD sur ma boutique. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, on part de nouveau dans le Grand Nord et on retrouve Delphine Garcin qui a déjà participé à ce podcast en nous parlant de sa vie au nord de la Norvège. Mais cette fois-ci, Delphine va nous parler d'une course en chien de traîneau qu'elle vient de terminer. Salut Delphine, ravie de te recevoir à nouveau dans l'émission. Salut, merci, c'est super de participer à nouveau. Alors tout d'abord, félicitations pour avoir terminé cette course. Merci. Je trouvais intéressant de faire un épisode pour en parler parce que quand j'ai vu le post que tu as partagé sur les réseaux pour raconter cette aventure, tu disais que ça s'était fait un peu sur un coup de tête et que du coup tu avais dû faire face à pas mal de petits challenges, que ce soit pour la préparation, la logistique et la course en soi. Donc tu vas nous raconter tout ça. C'était un parcours de 160 km dans le Finnmark, c'est ça ? Oui, exactement. C'était une course qui s'appelle la Beskades. En temps normal, elle devrait être un petit peu plus longue et faire jusqu'à 300 km. Mais là, pour différentes raisons et entre autres les conditions de neige, c'était raccourci un petit peu. Donc 160 km pour tout le monde. Il y avait une seule catégorie de distance, oui. D'accord, parce que dans la plupart des courses, il y a plusieurs catégories. Oui, c'est ça. Il y a des catégories de distance et avec des nombres aussi de chiens. Donc tu peux avoir la même distance, mais avec 8 chiens, avec 12 chiens, avec 14 chiens. Enfin, c'est des catégories différentes du coup où tu es dans la compétition par rapport aux gens qui sont dans la même catégorie que toi. Les 8 chiens, les équipes avec 8 chiens sont en compétition avec les autres équipes de 8 chiens, pas avec celles de 12. Ça, voilà, c'est juste la logique. D'accord. Et ça se passait où, du coup, cette course ? Tu connaissais pas l'endroit ? J'y avais jamais été. Je connais de nom parce que c'est quand même un peu la mecque des courses en chien de traîneau en Norvège, le Finnmark. Donc dans la région de Alta, qui est une ville au nord-est de la Norvège. Pas très loin de la frontière avec la Finlande. Et non, j'avais jamais été. Donc c'était intéressant. C'était vraiment super d'avoir la chance de découvrir cette région. Du coup, tu disais que cette participation, ça t'avait pris un peu comme ça sur un coup de tête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer ? En fait, on n'est pas inscrit à l'avance à des courses en général parce qu'on espère toujours avoir un petit peu de l'activité et des visiteurs parce que nos chiens peuvent courir avec des gens qui nous rendent visite pour le tourisme. Donc on a quelques sorties. D'accord, ça dépend de votre activité avec votre société du coup. Exactement. On a quelques sorties chaque semaine. On a 1 ou 2 sorties. Bon, c'est vraiment ralenti à cause de la situation qu'on connaît tous. Ouais. Mais on a peut-être 1 ou 2 sorties par semaine avec des petits groupes, avec des étudiants qui sont en Norvège ou des gens avec leur famille qui vivent à Oslo et qui sont en vacances dans la région de Tromsø et qui viennent faire des excursions. D'accord. Donc on a ça un peu toutes les semaines. Du coup, j'avais pas prévu de m'inscrire à une course parce que dans tous les cas, la partie commerciale, en quelque sorte, a la priorité. Ouais. Et puis en voyant qu'il se passait pas grand-chose et que la course avait lieu le week-end suivant et que j'avais bien entraîné les chiens, tous ceux qui ont participé, on a bien entraîné les chiens depuis le mois de septembre. On s'est dit qu'on était au niveau pour faire ça et donc on s'est inscrit. D'accord. Ouais. Et c'était la première fois que tu faisais une course toute seule ? Non. Les courses, c'est toujours tout seul. C'était la première fois que j'étais toute seule au départ sans Espen, mon conjoint, c'est ça, ouais. qui a beaucoup d'expérience. Donc c'est quand même plus facile de prendre le départ avec quelqu'un pour t'aider pour tous les petits détails de préparation. Qui connaît, qui a déjà l'habitude des courses et tout, quoi. C'est ça. Donc c'était la première fois que je partais parce que lui... justement, c'est ça. On avait assez de chiens pour que lui, il fasse le tour avec les gens qui nous rendaient visite. Donc on avait des clients ce week-end-là, mais quelque chose comme 2 ou 3. Et moi, j'ai pris l'équipe de course en quelque sorte pour partir dans le Finnmark faire la course. D'accord. C'est top de pouvoir répartir les chiens comme ça sur des activités différentes. Oui, c'est top. Et puis c'est un challenge aussi pour les chiens. C'était une nouvelle
une nouvelle étape en termes de distance à parcourir et une nouvelle expérience pour eux. Donc c'était vraiment super qu'on ait pu participer. Ouais. Et du coup, tu te sentais du fait que justement, t'avais pas Espen avec toi, t'avais un côté un peu plus libre, t'appréhendais, t'avais peur, t'étais dans quel état d'esprit? Il m'a laissé préparer, tu sais, il y a une liste d'équipements obligatoires à prendre dans le traîneau. D'accord. Avec, il faut un sac de couchage, il faut la nourriture pour les chiens, il faut un réchaud, enfin plein de choses obligatoires pour pouvoir se débrouiller en montagne tout seul. Donc là, il m'a laissé tout préparer toute seule, comme pour Toute que j'ai seule. vraiment le contrôle. C'est ça. Dans l'idée, c'était que j'ai vraiment le contrôle de chaque détail, et ce qui est le cas, donc ça a bien marché. Après, évidemment, s'il me manquait quelque chose, il était là pour me donner un petit conseil. Mais oui, c'est quand même différent d'être au départ sans Espen. Mais en fait, j'en suis tout à fait capable, mais c'était juste un nouveau petit challenge de me dire ah bah, faut que je fasse tout toute seule, ouais. Ouais, c'est ça. Souvent, en fait, on est capable de faire les choses, mais c'est juste qu'on se repose un petit peu d'habitude sur le confort de la situation, Ouais, et puis il y a que quand on y est confronté qu'on se dit, ah bah finalement, ça va, j'ai réussi. c'est ça. Espen a fait des centaines de courses. Il a participé à la Finnmarksloppet, donc la plus grande course d'Europe. Il y a participé 5 fois. D'accord. Donc il a quand même vraiment de l'expérience, et pour lui, c'est une routine ou une broutille de gérer le Ouais, départ. c'est ça. Alors que pour moi, le départ, c'est quelque chose de... Bah, c'est toujours un peu impressionnant, le départ d'une course. Il y a tous les autres teams qui sont là avec leurs chiens, les traîneaux. Il y a plein de petits... Il faut partir dans un certain ordre, tu as un numéro de dossard. Enfin, il y a plein de choses à voir en dernière minute. L'itinéraire était nouveau. Mais en fait, tout s'est très bien passé. D'accord, bah super. Oui. Et du coup, tu disais, tu parlais un petit peu de l'équipement, de ce qu'il fallait emmener et tout. Justement, comment on se prépare pour une course comme ça? À quoi il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour les chiens, pour toi? Comment on se prépare? Bah, la plus grosse partie, c'est quand même l'entraînement des chiens. Euh, Depuis le mois de septembre. Et en fait, selon les âges et les capacités des différents chiens, il y a une équipe qu'on a appelée en quelque sorte l'équipe de course, dans laquelle on a mis un effort supplémentaire pour leur faire parcourir plus de kilomètres et qu'ils soient mieux entraînés pour être à un certain niveau. Donc ça, c'est une chose dans la préparation, alors que tu vois, les jeunes chiens, les chiots ou les chiens qui sont à la retraite, on les sort aussi, mais non, sans aucun objectif de course, on va dire. Et comment on se prépare? Bah après, il y a c'est le traîneau et puis l'équipement. Il y a une longue liste d'équipements obligatoires à avoir C'est dans le ça, c'est traîneau. la course qui fournit une liste, du coup, d'équipements à emporter? Oui, alors je peux essayer de me rappeler en gros, mais moi, ce que j'avais dans mon traîneau, j'avais une pelle à neige, j'avais le sac de couchage, j'avais un bivy bag, tu sais, c'est une sorte de sac chaud un peu plus plein air, comme un sac de couchage, mais un peu plus rustique. J'avais un mat, tu sais, pour le camping, un sleeping mat. D'accord, Euh, J'avais des snacks pour les chiens, pas mal de quantité. J'avais 8 kilos de nourriture pour chiens. quand même. J'avais un thermos, une sorte de gros, euh, comme une glacière thermos dans laquelle je peux faire la soupe pour les chiens. J'avais un réchaud en métal assez lourd aussi pour faire chauffer la soupe pour les chiens. J'avais des Ouais. bouties, tu sais, des petites chaussettes pour tous les chiens, plus des rechanges. Donc il m'en fallait 8 par chien, 8 chaussettes par chien. De la crème pour les pattes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et puis après, c'était des habits pour moi, grosse veste, le GPS, des petites chaînes pour le cou en métal qu'on leur met quand on est au checkpoint. Le... D'accord. Mais d'ailleurs, dis donc, t'aurais pas oublié ta veste? Ben oui, en fait, j'ai oublié de prendre une Gore-Tex. Ouais. Euh, Je relève ça parce que j'ai vu ça sur le petit post justement sur les réseaux sociaux que tu avais fait pour raconter ta course et je vois, ah, j'ai oublié ma veste en Gore-Tex. oui, et surtout qu'on est quand même longtemps sur le traîneau et bon, on bouge les jambes parce qu'on kick, enfin tu sais, on Ouais, pousse un peu. tu pousses un peu, ouais. Mais bon, on n'est quand même pas hyper actif. Après, on court un peu dans les montées s'il y a des montées ou on freine dans les descentes, mais on a vraiment besoin d'être habillé chaudement et une veste coupe-vent, surtout dans le Finnmark, qui est une région où il n'y a pas trop d'arbres et pas trop de forêts et qui est une région venteuse. Mais heureusement, on avait notre handler, tu sais, qui est un ami qui était là pour nous aider avec toute la logistique, les préparatifs.
qui avait emprunté une grosse veste à mon conjoint, à Espen. Donc heureusement, j'ai pu emprunter ça et c'était vraiment parfait. Donc tu as parlé dans l'équipement là des crèmes, des petits chaussons. Justement, les petits chaussons pour les chiens, c'est quelque chose qui est obligatoire pour la course? Il faut les avoir dans l'équipement et la plupart des gens et des équipes en mettent aux chiens. Pour ce genre de distance-là, pour une course de 160 km, c'est bien parce que ça préserve les pattes des chiens. Tu sais, ils vont faire tellement de pas dans cette course, dans ce genre de distance, que ça peut user et sur le dessous des coussinets et aussi si la neige, s'il y a une certaine qualité de neige ou s'il y a de la neige un peu gelée sur le dessus et puis plus douce sur le dessous, quand il passe au travers de cette petite couche cristallisée, ça peut être un peu coupant et ça peut venir se mettre entre les coussinets et faire des petites craquelures entre les coussinets. Donc c'est l'avantage des chaussons, c'est de protéger avec tous ces très nombreux pas qu'ils vont faire et puis les petites craquelures, les petites blessures qu'il peut y avoir sur le chemin. Vous en mettez tout le temps, vous, quand vous faites les entraînements Non, ou les sorties classiques, non? pas du tout. On en met le moins possible parce que c'est bien que leurs pieds et les coussinets ils se fassent. Mais on en met aux chiens. Par exemple, j'ai des chiens. C'est un peu génétique avec les pattes. Il y a des chiens qui ont des bonnes pattes et qui sont pas trop susceptibles à avoir des blessures. Et puis il y a d'autres portées ou d'autres croisements de chiens où on voit toute la fratrie ou tous les frères et sœurs, toute la portée a un peu plus des pattes plus C'est sensibles. vrai, c'est génétique la Ah oui, sensibilité vraiment. des pattes? Il y a tellement de choses qui sont génétiques avec les chiens, c'est incroyable le nombre de choses. Même le fait d'être certains chiens qui sont timides ou certains comportements, il y a vraiment une grande quantité de choses C'est vrai. impressionnantes qui sont génétiques. Mais, mais en tout cas, on en met à tout le monde. Et on met aussi un petit peu de crème. Alors c'est rigolo, c'est de la crème qui fait que ça reste, que la peau va rester tendre. Et ça leur permet même de cicatriser. Donc en fait, ils peuvent revenir après une certaine distance, après la course, après des étapes, avec les pattes en meilleur état, cicatrisées de Que au petites début. blessures qu'au début. Donc c'est vraiment génial d'utiliser ça. Et ça, c'est des crèmes qui sont utilisées que dans les courses, pour les grandes distances, pour protéger, ou c'est aussi un soin que vous utilisez au quotidien pour les chiens? Au quotidien, c'est pas forcément des petites blessures qui sont typiques, mais si on a des chiens qui ont des petites craquelures, on va l'utiliser. Après, on fait pas, dans les entraînements au quotidien, on fait pas ce genre de distance. Donc ça, s'ils ont une petite blessure, ils vont avoir plus le temps à la maison, avec quelques jours de repos, de s'en remettre. Alors que, enfin, on l'utilise plus là. Et c'est pas spécifique pour chiens. C'est le petit C'est détail vrai? rigolo. Non, non, c'est de la crème pour les petites vaches. D'accord. Donc c'est ça qu'on utilise et que tout le monde utilise parce qu'il y a des choses pour chiens, mais qui se vendent en toute petite quantité et à des prix faramineux. Alors que la crème pour les petites vaches, c'est les mêmes produits, les mêmes composants, sauf que t'as un gros pot, pas trop cher. Pas trop cher. Non, c'était 16 D'accord. euros le gros pot, donc c'est quand même très abordable Ok. pour protéger 8-10 chiens et j'en ai utilisé même pas un quart, moins d'un quart. Je me rends pas compte par rapport aux courses classiques. 160 km, c'est une petite course, c'est une moyenne, c'est une grande, c'est... C'est plutôt une petite, et en fait c'est une course qualificative pour la course du Finnmark. Tu sais, dans la course la Finnmark Sloppet, il y a plusieurs catégories. Il y a la course de 1200 km, la grande, la plus connue. C'est la plus grande, ouais. Et il y en a une autre qui fait 500 km. Et donc, dans ces courses-là, en fait, il y a différents checkpoints où tu as la possibilité de t'arrêter pour avoir de l'eau pour les chiens, pour leur faire à manger. Sinon, il faut que tu t'arrêtes sur l'itinéraire et que tu fasses fondre de la neige ou que tu trouves des ruisseaux ou que tu te débrouilles Mhm. différemment. Mais l'intérêt de la course que j'ai fait, c'est qu'il y a l'entraînement du checkpoint avec toutes les routines de checkpoint et tu as un temps de repos obligatoire. Donc, tu es obligé de rester 4 heures minimum au checkpoint pour que les chiens puissent se reposer et tu peux rester plus. Moi, je suis restée 5 heures. Mhm. Voilà, donc ouais, l'intérêt et la différence, je dirais que c'est plutôt une course de petite distance et qui a un entraînement avec le checkpoint et qui ensuite nous a qualifiés pour faire la Finnmark 500 km. D'accord, parce que tu peux pas faire la Finnmark 500 km si t'as pas fait cette Non, course-là avant. pas que celle-là, il y en a plusieurs, hein, il y a tout un système, il y a différentes courses qui qualifient pour l'étape D'accord. suivante, mais tu peux pas brûler des étapes et pour toi, pour tes connaissances de ce qu'il faut
savoir et ce à quoi il faut être sensible. Préparé, ou comme toi, là, tu as fait tes premières préparations toute seule et tout. Oui, c'est ça. Et puis, et comme pour les chiens, c'est une étape à passer aussi. C'est des distances qui sont quand même conséquentes et donc on peut pas emmener tout de suite une équipe de chiens faire faire 1000 bornes en une semaine. Direct comme ça sur C'est ça. 1500 S'ils bornes. ont pas tout l'entraînement nécessaire qui est vraiment le gros du travail ou la face cachée de l'iceberg, parce que c'est vraiment la plus grosse partie du travail, c'est cet entraînement conséquent depuis début septembre où il faut être avec les chiens tous les jours, faire des Ouais, c'est kilomètres. ça, c'est pas la course, évidemment, c'est comme toutes les courses qui se passent avec des animaux, comme les concours équestres, etc. C'est tout l'entraînement C'est qu'il y a ça, avant exactement. qui compte et puis qui fait qu'on réussit plus ou moins bien, quoi. Oui, c'est l'aboutissement d'un entraînement De tous ces entraînements, ouais. ouais, assidu. Et j'ai lu aussi que tu avais dû faire un mini entraînement de checkpoint justement avec le frère d'Espen pour utiliser le réchaud, je Oui, crois. ben, en fait, le checkpoint, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc il y a plein de petits détails auxquels j'étais pas forcément sensible. Et en C'est à part... quel moment de la course et à quelle distance? Ça dépend des courses, mais sur celle-ci, on a fait 110 km et ensuite 50. Donc, mais ça dépend. Des fois, ça peut être au milieu ou des fois, ça peut être plutôt moins long. La première étape, là, était quand même vraiment longue avec les 110. Ouais, là c'est long, c'est presque à la fin, il y a plus de tiers. Oui. Et en fait, une des choses importantes, c'est que quand tu arrives, nous, on n'a que 8 chiens, mais sur les grandes courses, par exemple sur la Finnmarksløpet, tu as 14 chiens. Et donc, quand tu marches le long de la ligne des chiens, tu essaies d'être efficace. Donc, si tu marches dans un sens, si tu marches de l'arrière du traîneau, de là où est positionné le musher, vers les chiens qui sont en tête, par exemple, tu vas donner des snacks à tous les chiens en montant vers les chiens de tête. Ensuite, quand tu redescends, t'enlèves les chaussons à tout le monde. Je dis un exemple, hein. Et ensuite, tu prépares ton eau. Enfin, il y a un ordre pour faire les choses qui est l'ordre optimal, le plus efficace. Parce que si tu commences à donner des snacks, Pour faire tout le plus vite possible. c'est ça, être le plus efficace pour toi et pour les chiens. Et aussi avoir les mains, tu sais, quand tu as les mains dans l'air froid, Ouais. s'il fait -15, -20 et que tu as plein de choses à faire avec tes mains, enlever les chaussons, remettre les chaussons, mettre les vestes, clipper des trucs, il faut avoir la dextérité. Donc, il faut être efficace pour avoir les mains protégées et à l'air Le moins longtemps possible, le quoi. moins Ouais. longtemps possible. Ouais. Et donc du coup, ce petit entraînement de réchaud. Oui, donc c'était pour me montrer comment ça fonctionnait et c'est tout simple, c'est avec de l'alcool, en norvégien, en anglais c'est Rød Spirit, de l'alcool rouge Ok. qu'on brûle et qui permet de faire bouillir très vite une grande quantité d'eau pour faire la soupe des chiens. C'était principalement ça. Et puis aussi comment être efficace le long de la ligne pour pas marcher 15 fois et pour faire les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce que tu avais sur cette liste? Alors sur ma liste de checkpoints, j'avais donc la première chose, mettre l'ancre. On a des ancres sur le traîneau qui permettent de s'arrêter. Donc mettre l'ancre arrière. Ensuite, donner des snacks aux chiens et aller mettre l'ancre à l'avant. Ouais. Comme ça, la ligne des chiens est stable, tu sais, on bouge pas latéralement. Euh, Ensuite, une fois que je suis à l'avant, je reviens vers l'arrière et j'enlève les chaussons. Et en même temps, je remplace toutes les necklines. Donc les necklines, c'est les petites lignes qu'ils ont attachées entre le cou et la ligne principale, entre leur collier et la ligne principale. Et je les remplace par des petites lignes métalliques. Comme ça, ils peuvent pas les grignoter. Bon, il y a peu de chance, parce que j'avoue qu'ils ont qu'une envie, c'est de manger et dormir. Et sécurité. Parce que sinon, ils peuvent les mordiller et puis ça peut les abîmer après pour le reste de la course. Bah, surtout, ils peuvent se détacher s'ils la mordillent. D'accord. Et donc, quand t'as, je sais pas, mais 200, 300 chiens regroupés au même endroit, t'as pas envie Ouais. d'avoir des chiens qui se baladent tout seuls. Ouais, tu m'étonnes. Donc, chacun est responsable de son équipe, donc on essaye de faire les choses bien. Ensuite, j'ai été chercher de l'eau et de la paille. Ensuite, j'ai donc fait bouillir l'eau pour préparer la soupe pour les chiens. Je leur ai donné la paille en même temps, donc ils peuvent s'allonger, se reposer, commencer à se relaxer. L'eau et la paille, c'est fourni par l'organisation de la course? Ça dépend. Dans ce cas-là, ça l'était pas. Donc, Ah bon? je suis venue avec ma botte de paille, ma botte de foin. C'est vrai? Oui, oui.
Et après, il faut aussi nettoyer derrière soi parce que t'imagines tous les chiens, toutes les Ouais. équipes, une cinquantaine d'équipes qui ont tous utilisé de la paille pour 8 chiens, qui ont tous amené 1 ou 2 bottes de paille. Ça dépend ce qu'on utilise, mais si tu utilises de la paille, justement, ça met du temps à disparaître dans la nature. Donc, Ouais. Donc faut l'enlever, faut l'enlever, c'est ça. Donc, faut tout ramasser avant de partir, quoi. c'est ça. Donc, le handler, la personne qui nous aide pendant la course, est sommé de nettoyer la paille derrière nous. Donc oui, donc après j'ai donné de la paille aux chiens, j'ai préparé la nourriture, la soupe, grâce au réchaud. J'ai nourri tout le monde. Je leur ai mis des petites couvertures sur chaque chien et j'ai même des sortes de couvertures en laine un petit peu plus grandes comme des grands carrés que je mets par-dessus eux. Ça leur permet de rester au chaud et de se cacher dessous et ils sont super contents et ils bougent plus une fois qu'ils sont dessous. Ouais. Voilà et ensuite si j'ai été efficace, vu que j'ai 4 heures de repos obligatoire, il me reste un peu de temps pour moi, pour manger quelque chose et avoir un petit peu de sommeil pour moi avant de repartir. D'accord. Là, t'as pu dormir combien de temps? Alors, donc la course, je suis partie à 10 heures du matin. J'ai fait un super départ grâce à l'ami qui a été venu m'aider. Je suis arrivée, on est revenu des 100 kilomètres vers 19h, 19h30. Et je suis repartie vers 11h20 le soir. Je t'avoue que j'ai pas réussi à dormir parce que le temps de faire tout ça, tout ce que je viens de te dire. Ensuite, j'ai été manger quelque chose. J'ai été me mettre dans la voiture au chaud. Ouais. J'avais un gros sac de couchage. J'ai appelé Spen pour discuter un peu des chiens. J'avais des inquiétudes sur certains chiens pour la deuxième partie, si ça allait aller, puis des petites choses. Et du coup, c'était sympa de... Il y a pas d'endroit de prévu, au chaud, à l'abri pour les participants? Non, les participants, ils se débrouillent. Donc souvent, tu as la voiture avec le handler qui te suit, qui est un petit peu aménagée. Donc des fois, ils ont comme un minivan avec une couchette ou quelque chose comme ça. Ceux qui sont bien organisés ou ceux qui ont du bon matos et qui s'y consacrent vraiment à 100%. Ouais. Et là, il y avait beaucoup d'équipes vraiment qui font que de la course, qui ont des chenils et qui ont des chiens à titre privé, pas pour le tourisme comme nous, mais uniquement pour faire des courses. Que pour les compétitions? C'est ça, c'est des gens qui ont un travail en parallèle et qui font ça le soir, le week-end, pour qui c'est une passion. Et donc, ils ont des super équipements. Et là, il y avait vraiment, dans la région du Finnmark, c'est vraiment un peu la Mecque pour ça. Qu'il y avait vraiment des gens avec des super traîneaux, des super véhicules, vraiment bien, bien équipés. Et donc voilà, moi je me suis reposée un petit peu dans la voiture et puis après il était temps de repartir près des chiens et recommencer. Donc il faut enlever dans la même chose en sens inverse en quelque sorte. Donc je leur D'accord. Tu enlève. reprends ta liste et C'est ça, je reprends ma liste, mais ou même pas parce que je sais ce que j'ai à faire, mais j'enlève les couvertures. Ils vont pas remanger un repas juste 4 heures après, mais je leur donne un petit snack. Euh, et puis il faut que je remette des bottes avec de la crème à tout le monde, que j'enlève les necklines, les petites lignes pour le cou en métal. Et puis ensuite, je surveille le timing et il faut que je parte au temps. Faut que je sois à l'heure au moment du départ pour pas prendre de retard. d'accord. Donc du coup, la deuxième partie de la course se fait, de nuit, totale? Oui, la deuxième partie de la course, je suis partie donc à 11h et je suis rentrée vers 3h30 du matin dans la nuit, 4h. Je sais plus exactement, quelque chose comme ça. Il y avait combien de participants? Je crois qu'on était 44. Et toi, t'avais combien de chiens dans ton attelage? Donc c'était la catégorie 8 chiens. Donc il y avait qu'une seule catégorie. C'était 8 pour tout le monde. Et après, il y avait aussi une catégorie junior. Donc il y avait les juniors qui faisaient que la première partie, la première étape, sans le D'accord, ils checkpoint. s'arrêtaient au checkpoint, Oui, quoi. c'est ça. Donc il y avait les juniors et puis nous et tout le monde avait 8 chiens. Et j'ai vu, que tu avais participé, avec une amie, du coup, vous étiez deux équipes? Exactement. En fait, je me suis rendu compte quand on s'est inscrit qu'on avait presque assez de chiens pour faire 2 équipes. Et du coup, au début, je lui avais proposé de venir pour m'aider comme handler parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Ça aurait été super. Et puis après, je me suis dit, mais c'est trop bête, on peut donner une bonne expérience aux chiens avec quelqu'un qui est d'expérimenté et qui va faire ça d'une bonne manière. Donc autant elle vient et elle court la course aussi. Et en fait, c'était super de pouvoir faire ça comme ça, de pouvoir avoir encore plus de chiens à participer et que les chiens
passent cette étape suivante de cette distance et qu'ils aient cette expérience et que ce soit une bonne expérience pour eux. Et du coup, vous avez fait la course ensemble tout le long? Genre, vous vous attendiez, vous faisiez Ah ensemble non, ou c'était chacun non, pour non, soi? pas du Vous tout. avez fait chacun votre Non, non, course, non, pas du tout. Bah, déjà, on part pas en même temps. C'était un départ libre, donc tu partais quand tu voulais entre 10 et 11 heures. Mais quand ton équipe est prête, tu pars. Tu vois, quand j'ai mes 8 chiens qui sont prêts, c'est difficile de garder 8 huskies à l'arrêt, calmes et tranquilles pour attendre que les 8 prochains huskies soient prêts aussi. Ils soient C'est prêts, pas ouais. vraiment leur état d'esprit. Du coup, moi, quand elle m'a aidé à me préparer, et je suis partie dans les toutes Et t'es premières. partie tout de suite. Et ensuite, elle a préparé la sienne et elle est partie. Et après, si on se croise peut-être sur la piste, ou alors moi, je vais avancer en même temps que peut-être que d'autres participants qui auront le même rythme que moi. Mais ce sera pas forcément elle, parce que si elle part 20 minutes après moi ou une demi-heure après moi, on va pas être au même endroit, quoi. Et là, vous vous êtes croisés sur la course? Oui, on s'est croisés sur la deuxième partie, je l'ai croisée et je l'ai reconnue parce que j'ai entendu sa voix quand elle parlait aux chiens et j'ai su que c'était elle, mais il faisait nuit et on allait vite et on va chacun dans un sens Et ouais, ça doit pas être facile et on se de... croise face à face et puis il y avait du vent, il neigeait, il y avait des conditions météo un peu plus difficiles, le vent s'était bien levé, donc elle m'a pas vue, moi je l'ai vue. Il faisait quelle température? Je pense qu'il faisait autour de -10 et peut-être que c'est descendu à -15 et puis ensuite le vent s'est levé, donc une température ressentie un peu plus froide encore. Qui est arrivé en premier alors? Ceux qui sont arrivés en premier, c'est des gens qui vraiment s'entraînent uniquement pour la rapidité et les courses de longue distance. Ouais. Hem et d'ailleurs, c'était une petite jeune fille qui doit avoir tout juste la vingtaine, qui est arrivée en premier. C'était impressionnant avec une vitesse moyenne vraiment rapide. Tu sais, avec le GPS, tu peux suivre. Et donc l'équipe qui a gagné, ils avaient une vitesse moyenne de 16 km/h, ce qui est vraiment, 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 vraiment rapide. Nous, on devait avoir des vitesses autour de 12-13 km/h, ce qui est déjà honnête. Et en termes de temps, du coup, de course, qui a fait le meilleur temps alors entre Entre ton moi et ami et Christine, toi? non, c'était moi. C'est vrai? Oh non, c'était moi. Top, bah bravo. Merci. Du coup, qu'est-ce qui détermine que tu valides ta participation pour l'autre course? Alors, c'est juste si tu la termines, quoi. Oui, tu la termines et puis tu acquiers une expérience. D'accord. Tu acquiers une expérience et tu vois tout ce que tu peux améliorer. Moi, j'ai appris plein de choses, de toutes les choses que je peux faire mieux dans le futur. Comme quoi, alors, qu'est-ce que tu amélioreras pour la prochaine course? Et bah, ce que j'améliorerais, déjà, je vais commencer par freiner plus. D'accord. Parce que là, tu as laissé trop roue libre. Allez, on y C'est ça, va. exactement. Je suis Et, partie. en quoi c'est un problème du Bah, coup? c'est un problème pour les chiens parce que quand je suis partie et j'avais vraiment des chiens que j'adore, qui sont géniaux. Enfin, de toute façon, chaque propriétaire de chien va sûrement me dire ça. Et donc, on est parti. J'avais mes 8 chiens avec moi qui couraient, qui étaient aux anges, qui étaient ravis de courir, qui couraient super bien. Et du coup, t'as pas envie de les freiner. T'as pas Ouais. envie d'appuyer sur le frein parce qu'ils courent tellement bien et tout va tellement bien dans les premiers. Et c'est logique et je le savais, hein. Ils ont volé comme des champions. Et mais du coup, ils sont arrivés, ils étaient fatigués. Et après, Ah pour ouais. la deuxième étape, ils étaient un peu moins en forme. Alors que si tu as une approche vraiment plus conservatrice et que tu vas doucement, voilà, qui va doucement va sûrement, comme dit le dicton. Ouais. Si j'avais été plus doucement au début, ils auraient peut-être eu plus la pêche à la dernière minute de la deuxième étape. Et ils auraient été D'accord. capables, c'est aussi une chose importante à se demander, après la deuxième étape, si on fait un autre checkpoint là et qu'ils doivent courir une troisième étape, comment ça va être? Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils auraient pu faire une troisième C'est ça. partie Et du coup, je suis pas sûre que mon équipe aurait pu, parce que je pense que j'ai pas assez freiné, alors que je pense que Ouais. l'équipe de mon ami, qui a À été mieux gérer exactement, le. bah, elle est plus expérimentée et elle savait. Et moi, je le sais en théorie, mais en pratique, c'est difficile quand tu as tes chiens Eh ben ouais, ouais. qui volent sur la piste comme des champions. C'est dur de les freiner. Eh ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu changerais d'autre alors? Sur quel point tu travaillerais un petit peu? Je pense qu'au checkpoint, dans l'ordre dans lequel j'ai fait les choses, j'aurais pu faire mieux. Parce que même si j'avais ma checklist, quand tu arrives après 9 heures sur le traîneau, Ouais. même si j'ai la liste et que je sais ce qu'il faut faire, j'ai fait un peu dans le désordre. Et quand t'as que 8 chiens, ça marche. Tu peux te permettre de marcher 2-3 fois, de faire des trucs dans le désordre. Mais
quand tu vas sur des courses plus grandes où tu en as 14, Ouais, c'est tu bien, perds trop de temps et trop d'efforts et d'énergie à tout faire dans le oui, désordre, quoi. c'est bien d'avoir un système un peu plus rodé. Et je pense que ça, c'est une chose que j'aurais pu améliorer. Et ensuite, les couvertures, j'avais des couvertures pour tous les chiens, mais j'avais quelques couvertures en laine en plus pour leur mettre par-dessus, sous lesquelles ils pouvaient aller se cacher et sans mitoufler. Et il m'en faudrait plus. Donc ça, c'est un petit détail technique. Et puis après, pour mon repos dans la voiture aussi, on n'était pas super bien organisé, donc de toute façon, j'étais trop excitée. Mais T'as pas réussi à non, j'ai dormir pas du réussi à tout? dormir, mais je pense qu'il y a moyen de s'organiser un peu mieux pour faire un truc un peu plus confortable dans le van pour vraiment pouvoir se reposer. Pour la course en soi, par rapport au parcours, justement à la géolocalisation, au GPS et tout ça, c'était pas trop compliqué de trouver le chemin? Non, ben, je suis partie en 6 ou 7e parmi les différentes équipes. Et déjà, j'avais repéré sur la carte l'itinéraire qui était assez simple. Et une fois qu'on y était, vu qu'il y a des chiens qui sont devant nous, les chiens, ils ont un 6e sens pour ça et ils suivent la piste des autres chiens. Mais Donc au vraiment. début, tu suis un peu les autres, quoi? Bah, déjà, c'était une piste forestière qui était relativement en ligne droite Mmh. sur le départ. Et puis ensuite, les chiens, ils ont un 6e sens. Et il y avait un endroit où on la quittait, cette piste forestière, pour aller un peu sur des lacs gelés et dans des collines et des choses comme ça. C'est pas trop compliqué. Déjà, j'ai le GPS si j'ai un doute. Et puis avec le chien de tête que j'avais, Puce, il est fantastique pour suivre les traces. C'est un bon guide? Il est fantastique. Même moi, même si la trace était cachée sous la neige soufflée, et il la trouve et il se pose aucune question et il a tout le temps raison. Donc C'est vrai? je lui fais confiance, vraiment les yeux fermés. Bon, je vérifie quand même, mais je lui fais vraiment confiance, donc c'était super. Il y avait pas trop de dénivelé, d'endroits vraiment où c'était compliqué, de grosses côtes, Non, c'était relativement. Le Finnmark, c'est un grand plateau, donc c'était relativement peu de dénivelé. Je repense aux 9 premières heures de course là pour la première partie. Oui. Du coup, il y a vraiment pas de pause pendant ces 9 heures. Il y a que au checkpoint que tu t'arrêtes ou tu fais des pauses quand même Si, 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 je pendant fais des pauses. ces 9 heures? Donc je fais des pauses toutes les 2 heures, toutes les 1h30, 2 heures pour donner des snacks aux chiens, pour donner quelque chose à manger. D'accord. Qu'est-ce qu'ils mangent alors? Alors j'avais emmené un peu de plusieurs choses au choix. Il y avait un menu, il y avait deux trois menus C'est différents. ça, donc j'avais du gras d'élan, ils adorent. Ouais. C'est comme un Mars ou un Snickers pour nous. Ensuite, j'avais des petits abats de viande gelée en petits morceaux, donc c'est pareil, ils adorent, c'est vraiment un C'est les petits bonbons. des petits bonbons pour eux. Et puis j'avais des croquettes aussi, parce que les croquettes, ça marche toujours, des croquettes par terre, au sol. Et toi, tu prends quoi comme snack? Et alors pour moi, j'avais plein de choses aussi, mais encore, T'avais plusieurs menus aussi? encore grâce à mon ami, on avait acheté, j'avais acheté un gros sac de bonbons. Ouais. Donc j'avais une des nombreuses poches de ma grande veste pleine de poches qui était remplie de bonbons. T'en mangeais pendant la course? Oui, c'était parfait. Et puis non, j'avais emmené, tu sais, on a ces repas d'expédition là, qui sont faits à Tromsø, ça s'appelle Dans les Dry Tech. sachets déshydratés là? Oui, Les Réaltur, les ouais. Dry Tech, les Real Turmat. Donc j'avais ça, j'avais pris la soupe de Rennes, c'était parfait. D'accord. Donc moi j'avais de la soupe de Rennes. Donc c'était Rennes pour toi et Élan pour les chiens. Oui, Rennes et Donc bonbons pour moi. c'était du manger local. Oui. Est-ce que les chiens sont tous restés dans le même ordre pendant la course? À peu de choses près, oui. Pendant la première étape, oui, ils n'ont pas bougé. Et pendant la deuxième étape, j'avais un de mes chiens de tête que je voyais commencer à fatiguer. Et donc, j'ai pas voulu insister et le laisser en tête si c'était moins fun pour lui. Donc, j'ai Ouais. essayé. J'ai plein d'autres chiens qui peuvent aller en tête, en fait. Donc, j'ai essayé quelqu'un d'autre. J'ai essayé Stripa. Mais Stripa avait pas envie non plus de courir en tête avec Kvitnos. Donc en fin de compte, j'ai mis Mouska et parfait, c'était vraiment parfait. Elles étaient super toutes les deux, donc D'accord. c'est Mouska et Kvitnos qui ont traversé la ligne d'arrivée.
Et du coup, les chiens, ils sont arrivés, ils étaient en pleine forme, ils étaient fatigués, Eux, ils étaient contents de retrouver la remorque avec les cages et la paille et de pouvoir sauter dedans et aller faire une bonne sieste. Ouais. J'avais préparé des snacks pour eux à l'arrivée et de l'eau, mais ils étaient pas très intéressés ni pour boire ni pour manger. C'était plutôt Ils étaient plus fatigués. aller faire la sieste, aller dormir. Ah ouais. Et toi, alors, t'étais dans quel état d'esprit? T'étais évidemment contente d'avoir fini, mais t'as eu froid, t'étais fatiguée, t'avais faim, t'étais comment? Je t'avoue que le froid et la faim, c'est des trucs auxquels je pense pas trop. Si le froid, vraiment, si j'ai froid aux pieds ou aux mains, bon, ça va être ennuyeux, mais aux pieds, je peux toujours pousser le traîneau et, Ouais, et ça réchauffe. et ça réchauffe. Donc, j'y pense pas trop. Et la faim non plus, c'est pas quelque chose. Je suis pas facilement affamée, donc si je mange des bonbons un peu tout le long, en plus, Ouais, ça aide. c'est ce que j'allais dire. Tu te réchauffais les mains en mangeant des bonbons. Je t'avoue que je pense plutôt aux chiens tout le temps et je les regarde et D'accord. j'analyse. T'étais pas genre exténuée parce que tu disais que t'avais pas réussi à dormir, donc c'était quand même une grosse Oui, journée, non, mais quoi. vraiment, je regarde les chiens, je pense aux chiens, je regarde la manière dont ils courent, je regarde l'itinéraire. Voilà, je me suis mis de la musique, donc j'avais les écouteurs avec, avec des C'est playlists. vrai? T'écoutais quoi alors? J'ai écouté pas mal de Bob Dylan. Ouais. J'ai Ça allait écouté... bien avec le paysage? Ça allait très bien, j'ai dû écouter un best-of de Bob Dylan 2 fois. C'est vrai? Bah, en 9 heures, t'as le temps, hein. Ouais, tu m'étonnes. Pour sortir un petit peu du domaine de la course, mais par rapport à ce que tu vis au quotidien, là, je vois, je suis tes aventures, je vois tes photos, tes petites vidéos et tout. Tu as vu pas mal d'orques dernièrement? Oui, 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 en effet, on habite donc dans une région un peu centrale, pas très loin des fjords, où on a la chance d'avoir à quelques heures de route cette zone-là où il y a tous les ans il y a la migration du hareng. Ouais, Et le hareng étant suivi par plein de grands cétacés, donc les baleines à bosse et les orques. d'accord. Donc oui, on est parti une semaine avec des spends et puis des amis pour les voir et plonger avec eux. Donc, Alors, est-ce que cette année, elles étaient au même endroit? Est-ce qu'elles étaient vers au large de Cherveuil? oui, alors en fait, c'est la grande question tous les ans. Où est-ce que la migration va être? C'est Euh, ça? Parce que le hareng a une... Parce qu'elles suivent les bancs de harengs, en fait. Oui, mais les bancs, c'est des bancs gigantesques. C'est une biomasse énorme. C'est le fond du fjord qui est tapissé d'une épaisseur énorme de poissons. Et qui est cette masse-là qui va permettre de nourrir tous les cétacés qui viennent à leur rencontre. Et, euh, et ils ont une espérance de vie, en général, une génération de harengs de 7-8 ans. Et donc là, on arrive à la fin d'une génération. Et souvent, la génération qui arrive derrière, elle peut changer un petit peu de route migratoire. Ou un petit peu, ou D'accord. même beaucoup. Donc c'est toujours la question, là, qu'est-ce qui va se passer l'année suivante? Est-ce qu'ils vont au même endroit ou est-ce qu'ils vont se décaler à l'est ou à l'ouest? On peut pas on peut pas le prédire. D'accord. Donc c'est très intéressant et fascinant et c'est une des choses, un des miracles de la nature en quelque sorte. Ouais. Et du coup, cette année, elles étaient encore au même endroit. Oui, oui, il y en avait encore, mais en effet, il y avait moins de harengs parce qu'on voit qu'il y a une génération qui arrive Parce que c'est la sur la fin fin. d'un cycle, quoi. Et Oui, donc là, il y avait des baleines à bosse et des orques ou que l'un ou l'autre? oui, il y avait les deux, il y avait des baleines à bosse et des Il y avait orques les deux. dans cette région-là, ouais. Et donc on a pu aller en mer tous D'accord. les Est-ce jours. que tu as pu plonger un petit peu? Oui, j'ai pu plonger, c'était génial. En plus, moi, j'ai vraiment rarement l'occasion parce que en Bah oui, c'est général, pour ça, dans le dernier épisode, tu me disais que tu avais jamais le temps de le faire pour toi. oui, oui, bah, en général, je peux pas parce que je suis en charge, je suis responsable du bateau, donc je reste à piloter le bateau. Et puis Ouais. là, cette année, vu qu'on était vraiment un petit groupe d'amis très restreint et avec Espen et des gens qui sont des amis plus que des clients, à un moment, mais j'avais pas prévu d'y aller du tout, mais à un moment, il y avait une interaction qui était géniale avec plusieurs baleines à bosse très très calmes et un, et, et un de nos amis qui était dans l'eau avec elle et qui est resté peut-être une demi-heure dans l'eau à côté d'elle, à les regarder et à interagir vraiment doucement avec elle. Et puis à un moment, moi j'étais à l'écart avec le bateau à l'arrêt, à la dérive, à quelques centaines de mètres. Puis à un moment, il est venu vers le bateau, il a nagé jusqu'au bateau, il a dit Delphine, c'est trop bien.
tu peux pas louper Il ça. faut que tu viennes. Viens, on échange. Donc, et en plus, je sais qu'il c'est un bon marin. Donc, il m'a dit, viens, on échange, je monte à bord, je te donne ma combi et t'y vas. Et moi, la mer était d'huile, il y avait pas de vent, les baleines étaient là, il y avait moyen d'interagir avec elles. Elles étaient dans cet état d'esprit ou dans ouais, dans cette dynamique. Ouais. Donc on a fait ça. Il est monté et j'ai mis sa combi toute mouillée. Sympa. Lui, il s'est changé. Il s'est mis aux commandes du bateau. Et de toute façon, on était à la dérive. Donc moi, je suis partie à la nage avec les palmes. Et je suis arrivée près de la baleine, enfin près de petits groupes de baleines. Il y en avait 3 ou 4. Donc je suis arrivée par le côté. Et la première chose que j'ai vue, parce que l'eau est noire, l'eau est très sombre. Ouais. La première chose que j'ai vue, c'était la pectorale, la nageoire pectorale qui est blanche. Donc il y avait cette grande bande blanche, cette grande chose blanche verticale que je voyais qui était au repos, donc qui était verticale en face de moi. Et dès que je l'ai commencé à la distinguer dans l'eau, je me suis arrêtée pour pas avoir des mouvements brusques et effrayer les animaux. Et puis de là, tout doucement, j'ai avancé un tout petit peu, mais tout doucement, jusqu'à la voir en entier. Donc j'étais encore à peut-être 5-6 mètres, je sais pas, quelque chose comme ça. Et je me suis positionnée de manière parallèle sur le côté, et un petit peu en arrière, parallèle. Et j'ai plus bougé, et je la regardais, et elle me regardait. On était toutes les deux, comme ça, en train de se regarder. C'est beau. Côte à côte. La chance. Et c'était génial, j'étais dans un autre monde, j'étais dans une Ah ouais, ça bulle. devait être fou. J'étais vraiment... il se passait plein de choses dans ma tête, j'avais... Tu m'étonnes. Grande conversation avec cette baleine sur d'où elle venait, ce qu'elle avait fait et comment était sa vie. Ouais, c'est fou. Et puis il y a une autre baleine qui devait être... Parce qu'elles étaient alignées, elles étaient plusieurs côte à côte à se reposer. Donc j'étais avec celle qui était à l'extérieur de la ligne. Il y en avait une autre qui était derrière, que je pouvais pas voir. Et d'un coup, elle s'est retrouvée sous moi. Ah bon? Parce que je pense qu'elle a senti par les gestes de celle qui était à côté de moi, ou le manque de gestes peut-être, qu'il se passait quelque chose et qu'on se regardait. Elle est venue vérifier. Et donc elle s'est dit, bah, peut-être, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc 10 mètres sous moi, il y a une baleine qui est passée tout doucement et qui me regardait, qui passait dessous. Et elle a juste fait un petit tour, un petit loop pour me regarder par-dessus. Un petit check. Et puis elle est revenue se mettre à sa place et elle était là comme ça, tranquille, et on se regardait. Et, c'est dingue. Et puis Espen est arrivé. Il est arrivé par ma droite, je l'ai pas vu venir parce que j'étais complètement focalisée sur les baleines. Et donc on était tous les deux, et puis à un moment je l'ai vu parce qu'il était, il était à 20 cm de moi. Et donc on était tous les deux côte à côte en train de les regarder, et c'était comme dans un rêve. Ah ouais, je me doute, ça devait être magique. Vraiment, vraiment magique. Et puis je suis rentrée au bateau un peu plus tard, et c'est quand t'as cette grande profondeur étendue noire sous toi, parce que l'eau est noire. Ouais. Et ça s'étend sans fin comme ça, et les baleines elles disparaissent dans cette étendue noire. Et puis il faut être tellement près d'elles à cause de la luminosité et de l'eau pour les voir. Pour pouvoir les voir, ouais. C'est un autre univers, c'est vraiment pas dans le même monde. Ouais, c'est magique, c'est fascinant. En ce moment, par rapport au soleil, alors vous voyez les journées rallongées un petit peu ça... Ah oui, c'est impressionnant et ça fait du bien, et de jour en jour. Donc là, depuis chez moi, on voit le soleil sur la montagne d'en face. Et au début, il atteignait juste à midi, juste le pic au sommet de la montagne. Et puis tout doucement, ça redescend. Enfin, la ligne de limite entre l'ombre et le soleil sur la montagne descend chaque jour. Donc aujourd'hui, il y avait une grande portion de forêt qui était éclairée par le soleil. C'était éclairé. Donc on était là avec Sam, le charpentier qui travaille chez nous, et on regardait. Oh, regarde Sam, regarde de la lumière. Les jours sont vraiment beaucoup plus longs, et on était super contents de voir ça. Et c'est vrai qu'au nord, ça doit être encore plus flagrant, parce que tu vois, nous au sud, là à Oslo, Tønsberg, Oslo Vestfold, par exemple, là en ce moment, on a 2 heures de plus de luminosité qu'à Noël. Donc en un mois, on a pris 2 heures. Ouais. Non, c'est pareil. Ouais, nous, je crois qu'on gagne 10 à 15 minutes de lumière par jour. Ah ouais, nous, je crois que c'est 5 ici.
5 minutes? Je crois que c'est entre 5 et 7 en fonction des jours. D'accord, moi je crois que c'est plus autour de 10 ici. C'était vraiment top que tu nous racontes cette course et puis c'était très intéressant parce que je savais pas comment on se prépare pour une course en chien de traîneau et comment se déroulent les courses. Donc merci d'avoir partagé ton aventure avec nous. De rien, c'était un vrai plaisir pour moi de te raconter. Alors peut-être que ça va donner envie à certains auditeurs de faire du chien de traîneau, ou d'aller voir des baleines d'ailleurs, ou des aurores boréales. Je rappelle que tu as ta société touristique Off-Track Experience où tu organises des sorties en chien de traîneau à Bar-du-Fos, donc c'est à 2 heures de Tromsø. Je mettrai le lien dans les infos du podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie au nord de la Norvège, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 9. Merci encore Delphine. Salut! Salut, merci! Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!